Bonjour, nous voici ici avec la posture 4 de l'agenda yoga qui est Siddhasana, la posture accomplie en français. Au passage et en toute objectivité, cet agenda est vraiment extrêmement bien fait car nous venons de pratiquer la semaine précédente une posture qui a vraiment été sollicitante à tout point de vue, le guerrier. Et là, nous pratiquons une posture qui est très douce, très calme, qui ne comporte aucune contre-indication. Tout le monde peut la faire avec beaucoup de facilité, même sans intention d'aller pratiquer les autres postures. On va là, ici, aller préparer le calme mental, enfin, s'installer directement dans un calme mental pour préparer l'état méditatif. Et puis, même physiquement, on va aller ouvrir en toute délicatesse le bassin. Avant de pratiquer, je vais vous raconter l'histoire de Siddhasana. Tout ce qui explique la posture, tout ce qui permet d'intégrer au mieux tout ce qu'elle va nous permettre de faire évoluer à l'intérieur de nous. Si vous préférez, vous pouvez aussi directement passer à la pratique en cliquant sur le timing ci-dessous où il est indiqué pratique. Un siddha est un demi-dieu, supposé être d'une grande pureté et d'une grande sainteté et possédant des dons surnaturels, appelé siddhi. Siddha signifie également un sage inspiré, un visionnaire ou un prophète. Radha Krishna écrit dans Philosophie des Upanishads, les siddhas disent que parmi les niyamas, le commandement le plus important est celui qui recommande de ne faire de mal à personne, et parmi les yamas, celui qui recommande d'avoir un régime simple. Ainsi en est-il de Siddhasana parmi les asanas. Donc, les yamas signifient les commandements moraux et les niyamas, la purification de soi. Parmi les 84 sortes d'asana, on doit toujours pratiquer Siddhasana. Toujours. Il purifie les 72 000 nadis. Les nadis donc sont les canaux à travers lesquels l'énergie nerveuse se transmet dans le corps humain. Le yogin qui pratique la contemplation de l'Atman et observe un régime simple pourra, s'il pratique pendant 12 ans Siddhasana, recevoir les siddhis du yoga. L'Atman signifie le soi et l'âme suprême. Les siddhis sont les dons surnaturels, comme on l'a vu au début de l'explication. Il est dit aussi que quand on a maîtrisé Siddhasana, l'état d'éveil, le samadhi, vient naturellement et sans effort apporter son enchantement. Alors, même si la posture paraît simple et en réalité aussi simple dans la technique, ce n'est pas pour autant que la maîtriser d'un point de vue intérieur peut être simple. Nous le reverrons aussi avec Shavasana. L'âme possède 3 asvata ou états qui sont eux-mêmes compris dans un 4e. Ce sont les états de veille, de rêve et de sommeil et ce qui est appelé turiya. Le premier état de l'âme est celui de plein éveil, où le soi est conscient du monde des objets ordinaires. Il s'intéresse aux choses ordinaires. Ici prédomine la dépendance du corps. Le second état de l'âme est celui de rêve, où le soi s'intéresse à des choses subtiles, façonnant pour lui-même un monde de formes nouvelles à partir d'éléments provenant de ses expériences vécues. On se dit que l'esprit est librement détaché des suggestions du corps. Le 3e état de l'âme est celui du profond sommeil,
où nous n'avons ni rêve, ni désir. On l'appelle susupti. On dit que dans cet état, l'âme s'unit temporairement avec le Brahman et goûte la béatitude. Dans le sommeil, l'homme est élevé au-dessus de tout désir et libéré des tourments de l'esprit. Bien qu'enchaîné au corps, l'âme est par nature divine. Dans le sommeil, on dit qu'elle est libérée de ses attaches corporelles et regagne sa propre nature. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est indiqué dans la Bible du yoga. L'état le plus élevé n'est pas celui de sommeil sans rêve, mais un autre, un quatrième état de l'âme, un état de pure conscience intuitive où on ne connaît ni objet interne ni objet externe. Dans le profond sommeil, l'esprit réside en un lieu situé loin au-dessus de la vie changeante des sens, en union parfaite avec le Brahman. L'état de Turiya fait ressortir l'aspect positif de ce qui est négatif dans l'état de profond sommeil. Cette quatrième condition est décrite dans la Mandukya Upanishad de la façon suivante. Le quatrième état, dit le sage, n'est pas une expérience subjective, ni une expérience objective, ni quelque chose d'intermédiaire. Ce n'est pas non plus un état négatif, où il n'y a ni conscience, ni inconscience. Ce n'est pas une connaissance d'essence, ni une connaissance relative, ni encore une connaissance déductive. Au-delà des sens, au-delà de l'entendement, au-delà de toute expression, se trouve le quatrième état. C'est la conscience unitaire pure, où toute perception du monde et de la multiplicité est complètement effacée. C'est le bien suprême. C'est l'un sans second. C'est le soi. Ne cherchez que cela. Le Hatha Yoga Pradipika, chapitre 4, verset 3 à 6, précise Raja Yoga, Samadhi, Unmani, Manomani, immortalité, concentration, Sunya Sunya, vide et cependant non vide, Parama Pada, l'état suprême, Amanaska, l'arrêt du fonctionnement de l'esprit, Advaita, la non-dualité, Niralamba, sans support, Nirayana, pur, Jivanmukti, l'état d'émancipation, Sahajasvata, l'état naturel, et Turiya, littéralement le quatrième, tous ces mots signifient la même chose. Comme un grain de sel jeté dans l'eau s'unit à elle et devient un avec elle. Ainsi, l'esprit s'unit-il à l'Atman. Une telle union est samadhi. Quand prana et manas sont absorbés, il se développe une harmonie qui est appelée samadhi. Donc, prana ici peut être compris comme le souffle de vie et même l'âme, et manas, c'est ceux qui gouvernent les sens. Bon, en réalité, Iyengar nous conseille aussi de pratiquer Kechari Mudra, qui est le mudra où on retourne la langue complètement à l'intérieur en direction de la gorge, et aussi le nada, le son mystique interne. Ce sont des pratiques un peu plus avancées. D'un point de vue plus pragmatique, cette asana permet au corps de se reposer. Il permet à l'esprit aussi de se calmer grâce
au fait que le dos va être aussi particulièrement droit. On reste aligné, concentré et beaucoup moins sujet à des perturbations mentales. La zone des genoux aussi peut être assouplie dans cette posture. Celle des chevilles enfin, voilà, aussi, bénéficie aussi de la posture. On a aussi un afflux de sang qui va être amené dans la région lombaire et donc on va tonifier les organes à cet endroit-là, au niveau de l'abdomen. Passons donc à la pratique. Alors ici, pour pratiquer Siddhasana, on va commencer les jambes allongées. On va d'abord plier la jambe gauche et aller placer le talon au niveau du périnée. Puis, on va bien mettre le pied, la plante de pied contre la cuisse droite. Après, on plie la jambe droite pour aller poser le pied au-dessus de la cheville gauche. Donc, le talon, ici, va être au niveau du pubis. Et donc, on a le pied droit entre la cuisse et le mollet. Donc voilà, si le pied gauche ne peut pas être au niveau du périnée, vous le rapprochez le plus possible. Hein. On ne peut pas complètement plier la jambe. Vous trouvez l'endroit où ça se pose de manière à pouvoir tenir quelques instants pour vous. La petite astuce que je donne pour soulager au niveau du genou, si il est possible de le plier, mais que ça vous crée des tensions, alors vous prenez simplement une paire de chaussettes. L'astuce très simple que vous allez mettre dans le creux du genou. Et ça décompresse les tensions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc ça peut être même, ou alors un coussin pour les yeux, si vous avez des coussins pour les yeux assez fins aussi. Mais rien que, voilà, pour moi, par exemple en ce moment, j'ai une tension dans le genou gauche suite à un coup qu'il a pris un petit moment de ça. Voilà, et je vous assure que c'est très très efficace. Donc à retenir pour toutes les postures, mettre un amortisseur. Et on va aller poser les doigts, les mains, paume de main vers le ciel, les doigts vers le sol et on joint pouce et index. Et ici, le dos est droit. Et je tourne mon regard vers l'intérieur. En fait, le regard reste présent. Les yeux ne sont ni totalement ouverts, ni totalement fermés. Donc, entre-ouverts. Comme si on pouvait voir le bout du nez avec les deux yeux en même temps. On peut aller placer aussi le bout de la langue vers l'intérieur, en direction de la gorge. Ce n'est pas une obligation. Si vous vous sentez que c'est possible, je vous conseille de pratiquer ce mudra avec la langue. Une fois bien installé dans la posture, on peut se mettre en lien avec l'intention de pratique. Je suis calme, centré, parfaitement présent. Vous pouvez la répéter plusieurs fois, cette intention. Je suis calme, centré, parfaitement présent. Elle est là pour toute la semaine. Je suis calme, centré, parfaitement présent. Laissez-la résonner
à l'intérieur de vous. Ou toute autre intention que vous inspire la posture. Là, ici, vous pouvez rester facilement longtemps dans la posture. Iyengar conseille de rester aussi longtemps que possible. Nous allons nous contenter de rester 3 minutes pour l'instant. 3 minutes dans un état de présence. On va résister aux tentations de s'évader, de fuir. Justement, résister à cette envie de fermer complètement les yeux pour s'échapper d'une certaine présence, de certaines sensations. C'est une posture idéale pour pratiquer certains pranayamas, tous les pranayamas en fait même. Et pour l'instant, je ne vous conseille pas une pratique respiratoire plutôt qu'une autre, mais surtout d'observer le souffle. Observer son rythme, comment il prend sa place, comment le simple fait d'être dans la posture peut aussi avoir un impact sur cette respiration. Nous changeons de côté. Donc on peut réallonger les jambes complètement. Et nous allons mettre, pour rééquilibrer tout cela, le talon droit au niveau du périnée et amener la jambe gauche, donc le pied gauche au-dessus du pied droit, le talon au niveau du pubis. On remet les mains en Chin Mudra, donc plus au niveau des genoux, les mains sur les genoux, pouce et index en contact. Donc nous voyons vite comme il peut être facile de rester longtemps dans ces postures. Faites-vous plaisir. Donc, si vous avez le temps, je vous encourage vivement à continuer.
Je vous invite à terminer votre moment de pratique avec un moment de gratitude pour l'expérience vécue, pour le moment auquel vous êtes consacré, à ce que vous vous offrez, à tout ce qui vous attend dans la journée. Gratitude pour tout ce qui est là, pour ce qui est présent pour vous. Gratitude envers vos choix aussi. Tout ce qui vous vient à l'esprit, la liste pourrait être longue, mais elle est surtout à chaque fois personnelle. Et ne vous arrêtez pas tant que des éléments vous viennent. Ça peut être autant la nature, les êtres humains, les événements, les prises de conscience, voilà, tout ce qui est là, tout ce qui vient. Donc voici pour ce moment de pratique. Voilà, je vous fais un petit résumé. Donc pour s'installer dans la pratique, on plie les deux jambes. S'il y a difficulté pour plier une jambe, on va les mettre, voilà, une petite paire de chaussettes dans le creux du genou, par exemple, pour un tissu. Et les pieds l'un au-dessus de l'autre. Un talon au niveau du périnée, l'autre au niveau du pubis. Les pieds bien calés entre le mollet et la cuisse et on alterne. Donc, les temps de pratique, surtout, vous mettez dans une durée qui va être confortable pour vous, mais en sachant qu'il va être important de refaire la même durée quand on change de jambe. Là, c'est une question d'équilibre énergétique. Donc voilà, si vous êtes limité en temps, c'est bien de prendre ça en compte dans la pratique, de ne pas se laisser emporter par cette sensation très agréable pour pouvoir penser aussi à rééquilibrer. Et il va être intéressant de pratiquer les autres postures. Tadasana, la posture de l'arbre, que vous pouvez ne tenir très bien que quelques respirations, 5 respirations par exemple de chaque côté. Avec le guerrier, pareil, 5 respirations. Et vous finissez là vos 3 minutes de chaque côté avec Siddhasana. Je vous souhaite une très bonne pratique.